Le prince William et Catherine viennent de trancher sur l'avenir de Camilla. Une décision si brutale que Charles n'aurait jamais cru l'entendre de la bouche de son propre fils. Et quand le monarque a réalisé ce qui se tramait, il n'a pas bronché. Pas même un cri. Il est resté assis là, figé dans un silence de plomb. Il ne s'agissait plus d'une simple dispute de palais ou d'un énième titre à négocier en coulisses. William et Catherine s'apprêtaient à tracer une frontière nette autour du règne à venir, laissant Camilla de l'autre côté. Se retrouver exclus. Puis, juste avant la fin de cet entretien, le roi a entendu des mots qui ont fait voler en éclats le modèle historique de la reine-mère. Mais avant de poursuivre ce récit, pour explorer nos autres analyses intimes sur la monarchie britannique, abonnez-vous énormément à Crown Watch. Ça prend 2 secondes à peine et soutient notre travail. Cette réunion secrète s'est tenue au château de Windsor, le jeudi 13 août 2026, à 18h25. On avait simplement parlé à Charles des futures mesures de transition. Le type de formule administrative assez ennuyeuse qui désigne d'ordinaire la gestion du personnel, les agendas, la continuité. Sans aucune surprise. Mais en entrant dans le salon privé, il a trouvé William et Catherine figés dans l'attente. Posé juste entre eux se trouvait un dossier cartonné couleur crème. 4 mots y étaient inscrits en anglais. La maison du prochain règne. Charles s'est alors installé en observant tour à tour son fils et sa belle-fille. Ce n'est pas William qui a ouvert le document, mais Catherine. Un geste fort qui a tout de suite changé la donne en montrant à lui Charles que la décision n'était pas l'unique fait de son fils. Elle n'était pas là en simple spectatrice. Elle portait cette offensive. Et lorsque Charles a commencé à parcourir attentivement la toute première page, cet avenir paisible qu'il avait si longuement imaginé, pour Camilla a soudain pris une autre tournure. Rien n'indiquait explicitement qu'elle serait privée de sa dignité royale. Aucune exigence pour qu'elle soit bannie de la famille. Pas le moindre affront contre leur union. Pourtant, les mots choisis s'avéraient en réalité bien plus glaciaux. Un souverain unique, une seule cour active, un unique pôle d'autorité royale dès le départ. Cela paraissait d'abord purement administratif avant d'en réaliser la terrible conséquence. Si jamais le roi s'éteignait avant son épouse, il n'y aurait aucune seconde cour royale créée d'office pour entourer sa veuve, pas de faste palatial hérité du passé, ni de pôle de communication garanti, ni d'employés institutionnels permanents sous prétexte qu'ils auraient servi l'ancien monarque. Absolument rien n'indiquait que Clarence House resterait un quartier général autonome pour la reine veuve. Camilla conserverait son statut légal de membre de la famille, mais William et Catherine tenaient à rendre cette évidence indiscutable. La gouvernance du pays, après la disparition de Charles, serait le domaine exclusif du nouveau couple souverain. C'était le coup de grâce pour Charles, et cette initiative ne venait pas de William. 3 jours plus tôt, au palais de Kensington, Catherine avait épluché une note d'analyse détaillée sur les précédentes. Transition de la couronne. Une grande partie de ce document décrivait les événements de 1952, quand le roi George VI s'est éteint à Sandringham. La princesse Élisabeth avait alors accédé au trône sous le nom d'Élisabeth de... Sa veuve, devenue la reine-mère, s'était installée à Clarence House. Elle est restée pendant des décennies l'une des figures les plus puissantes du royaume, entourée de sa propre cour et forte d'une influence publique immense. Catherine a relu ces lignes très attentivement. C'est là qu'elle a repéré l'expression clé, le précédent de la reine-mère. Elle a alors interrogé ses conseillers sur les conséquences réelles pour Camilla. Ses interlocuteurs lui ont répondu avec la plus grande prudence. Le conjoint survivant d'un monarque pouvait théoriquement continuer ses devoirs publics, diriger sa propre maison et conserver sa grande visibilité. Place d'honneur lors des cérémonies officielles en restant très bien entourée. Catherine l'a écouté, puis a posé la question qui dérangeait tout le monde au palais. Camilla aurait-elle droit à sa propre cour? Le silence pesant qui a suivi montrait bien que Catherine n'avait aucun doute sur l'implication de Camilla auprès des œuvres caritatives ou lors des fêtes familiales. Le fond du problème était purement institutionnel, car une cour privée implique d'avoir des conseillers personnels, un service de communication, de gérer ses propres patronages, de disposer d'une résidence officielle et de maintenir un fort pouvoir d'influence.
Séparément, ces privilèges semblent mineurs, mis bout à bout. Ils créent une toute autre réalité. Un pôle de pouvoir concurrent juste à côté de la nouvelle couronne. Une situation intolérable pour Catherine, car ce traitement de faveur accordé à la reine-mère s'inscrivait dans une structure familiale bien différente. La reine-mère n'était autre que la propre génitrice de la nouvelle souveraine. Élisabeth II, ici, Camilla n'est que la belle-mère de William. Et Catherine sera reine. Une relation bien différente, une autre histoire et d'autres tensions. Catherine s'est alors tournée vers William pour lui poser la question qui l'a forcé à cesser de voir l'âme. Chose comme un dossier purement technique. Étant-ils en train de bâtir leur propre avenir, ou allaient-ils subir des règles érigées pour... Quelqu'un d'autre, William, a d'abord fortement hésité, conscient du séisme s'ils osaient toucher à l'avenir de Camilla. On parlerait immédiatement de vendetta. L'ombre de Diana planerait à nouveau, et Catherine se verrait accusée de écarter cruellement sa belle-mère. Quant à William, on l'accuserait de régler de vieux comptes. William refusait catégoriquement de se mêler de cette histoire. Mais Catherine a soudain prononcé des mots totalement inattendus. Il ne s'y attendait pas. Si cette nouvelle règle semblait viser quelqu'un, elle devait aussi s'appliquer à elle-même. William la fixa, incrédule. Elle parlait sérieusement. Si William venait à mourir en premier, et que George devenait roi, elle ne s'attendrait pas à ce que son fils George établisse une seconde cour autour de sa mère. Aucun foyer distinct pour Catherine ne devait avoir de poids institutionnel en dehors de ce règne. Porter le titre de reine douairière ne confère aucun pouvoir automatique. Elle resterait sa mère. Elle conserverait sa dignité et continuerait de défendre ses causes favorites. Mais la couronne et tous les rouages de la monarchie n'appartiendraient qu'à George. À cet instant, tout a basculé. Il ne s'agissait plus uniquement de Camilla. C'était une règle stricte que Catherine s'imposait à elle-même. 3 jours plus tard, le roi Charles lut cette nouvelle règle à Windsor. Il comprit alors que l'avenir qu'il pensait verrouillé ne l'avait jamais vraiment été. William ne répondit pas tout de suite à Catherine. Un lourd silence s'installa dans cette pièce du palais de Kensington. Mais cette fois, ce n'était plus à cause de Camilla, mais bien de Catherine. Elle venait de désamorcer l'attaque la plus évidente. Si cette règle devait s'appliquer à sa propre épouse, William ne pourrait plus parler d'une vengeance mesquine élaborée contre une seule personne. Il relut le document, le problème était bien plus profond. Les transitions à la cour dépendent souvent de la coutume plutôt que des textes officiels. Un règne se termine, un autre commence, mais les équipes, les institutions et les vieilles habitudes ne s'effacent pas du jour au lendemain. Les visages d'hier restent présents. Le personnel change de bureau. Les patronages continuent et les résidences gardent leurs symboles. William savait bien que cette continuité historique protégeait la couronne. Il comprenait aussi l'avertissement de Catherine. La continuité pouvait vite devenir un droit acquis si personne ne fixait la fin de l'ancien règne et le début du nouveau. La proposition de Catherine bousculait tout par sa simplicité absolue. Un membre survivant du couple souverain garderait sa dignité personnelle, ses titres officiels et ses activités. Mais aucune influence institutionnelle ne lui serait transférée automatiquement lors du règne suivant si le nouveau roi souhaitait son implication active. Cette proposition viendrait directement de lui, loin de toute habitude, privilège implicite ou maintien automatique d'une ancienne équipe en place, par simple habitude. En comprenant cela, le visage de William changea instantanément. Il tenait enfin l'élément qui lui manquait cruellement, un vrai principe. Il ordonna aussitôt à ses conseillers de tester ce plan sous toutes les coutures. Qu'adviendrait-il des équipes de communication? Qu'adviendrait-il des bureaux déjà en place? Quel patronage resterait privé et lesquels reviendraient à l'État un ancien? Conjoint pouvait-il encore se montrer en public sans brouiller l'image du souverain régnant? Une demeure royale pouvait-elle rester liée à l'ancienne cour royale sans se transformer sournoisement en un second quartier général secret? Les réponses étaient loin d'être simples. Une transition improvisée en plein deuil national s'exposerait aux vagues d'émotions, au chantage et aux promesses hâtives. Une transition préparée des années à l'avance reposerait sur des règles froides plutôt que sur des rivalités.
Mais William redoutait toujours de voir le nom de sa mère associé à ce dossier, qu'il parle de Diana ou non. Réduire l'autorité future de Camilla serait inévitablement perçu comme une vengeance personnelle menée par un fils rancunier. William mesurait parfaitement la vitesse à laquelle les tabloïds s'emparèrent de l'affaire. Il savait aussi que Catherine serait accusée d'instrumentaliser son immense popularité pour humilier sa belle-mère avant d'accéder elle-même au trône. Catherine l'avait parfaitement anticipé. Elle acceptait pleinement ce sacrifice. Si William venait à mourir avant elle, et que George héritait de la couronne, Catherine ne s'attendrait pas à ce que l'appareil du règne de William reste en place. Pour la servir, elle ne réclamerait aucun pôle de communication privé sous prétexte que le public l'adulait. Elle n'exigerait pas que le personnel continue de lui obéir simplement par habitude. Elle refusait catégoriquement que George monte sur le trône écrasé sous le poids de l'ancienne autorité maternelle. Cette seule idée lui était insupportable. Voilà pourquoi cela a fonctionné. William savait ce que Catherine représentait pour George. Il savait quel choc la perte d'un parent représentait pour un jeune héritier. L'ayant lui même enduré, l'idée de restreindre la place officielle de Catherine après son propre décès ne paraissait pas froide, c'était douloureusement intime. Pourtant, elle exigeait de lui de séparer deux notions que la couronne confondait sans cesse, la affection familiale et la légitimité de l'État. L'une pouvait parfaitement exister sans dominer l'autre. Dès cet instant, le protocole devint implacable. Un seul règne, une seule maison, un unique souverain placé au centre de tout. Les conseillers gommèrent la moindre trace de rancœur. Cette charte de base n'évoque jamais explicitement le nom de Camilla, ni celui de Diana. Pas de règlement de compte. Il n'était pas question de rabaisser ou d'isoler une reine veuve. Cette règle devait s'imposer fermement pour modifier la structure tout en restant assez neutre, afin de couper court à l'accusation d'avoir été écrite pour une seule personne. Puis quelqu'un a enfin jeté sur la table le sujet que tout le monde évitait, à savoir Clarence House. L'atmosphère dans la pièce a immédiatement changé. Une résidence peut rester un domaine privé, mais elle peut aussi devenir un quartier général pour le personnel de maison, un espace pour recevoir les invités, piloter des œuvres caritatives et centraliser les briefings, un lieu préservant l'identité publique de la défunte reine, bien après la disparition du souverain qu'elle avait fidèlement secondé. Et Clarence House débordait d'histoire. William est resté totalement silencieux. Pendant un long moment, Catherine l'observait. Les conseillers attendaient nerveusement. La reine-mère y avait habité des décennies durant, et Charles avait ce précédent bien en tête. Camilla utilisait déjà Clarence House pour ses activités officielles. Si William et Catherine voulaient vraiment imposer une maison royale unifiée, ils allaient devoir décider si cette règle s'arrêtait aux bureaux et aux employés, ou si elle englobait également les résidences physiques. C'est à cet instant précis que William a compris l'impasse. Impossible de régler ça en douce entre conseillers. Charles devait l'apprendre en direct, pas par une fuite, pas par un scandale dans la presse. Une rencontre privée fut donc organisée pour eux, au château de Windsor, le jeudi soir, l'intitulé transmis au préalable. Restait très sobre arrangement de transition future. Pourtant, Charles ne soupçonnait aucune confrontation à venir. William tenait à ce que son père comprenne le principe global avant d'entendre l'analyse de n'importe qui d'autre. Dès que le dossier fut finalisé, la question de Catherine s'était muée en une règle, lourde de sens pour tous les règnes à venir. Mais un point bloquait toujours Clarence House, et Charles allait justement aborder ce point précis en premier. À 18h31 ce soir-là, Charles achevait la première page. Il leva, très lentement, le regard. Le salon de Windsor n'avait plus rien d'une banale réunion de routine sur les préparatifs de l'avenir. William lui faisait face, assis, les mains croisées. Catherine gardait le dossier ouvert devant elle. Charles en avait assez lu pour comprendre l'orientation générale du projet soumis, mais pas assez pour en accepter la portée réelle. Sa première réaction ne fut pas la colère, mais la pure incrédulité. Il a lâché, il s'agit de Camilla. William a répondu prudemment. Cela concerne Camilla. Charles a soutenu fermement son regard. C'est la même chose. Catherine est alors intervenue avant que William ne poursuive, non. Ce n'est pas pareil. Cette réplique a déstabilisé Charles plus qu'une
Violente dispute ne l'aurait fait. Il s'est replongé dans les feuilles. Un nouveau règne débuterait avec un souverain unique, un seul foyer central, et une unique ligne d'autorité institutionnelle. Un ensemble musical survivant pourrait préserver sa dignité propre et son rang au sein de la famille. Mais aucune structure, aucun bureau ni résidence ne lui reviendrait de droit. Charles a bloqué sur un passage précis. Puis il a posé la question redoutée par William: qu'adviendra-t-il de Clarence House? Personne n'a répondu. Sur le coup, un silence lourd de décennies d'histoire. Clarence House n'était pas juste une énième demeure royale. Elle avait été la demeure londonienne de la reine Élisabeth, la reine-mère, pendant près de 50 ans. Après la mort du roi George VI, Charles avait grandi aux côtés d'une grand-mère omniprésente, figure publique majeure et ancrée au cœur de la vie britannique tout au long du règne de sa propre mère. Clarence House incarnait la preuve qu'une reine veuve pouvait garder toute sa superbe sans jamais faire d'ombre au souverain régnant. Pour Charles, ce schéma était d'un confort absolu et profondément rassurant. Une reine veuve ne s'efface pas simplement parce qu'un règne s'achève. Elle devait rester visible, honorée, entourée des moyens nécessaires pour continuer sa mission publique. Mais William s'apprêtait à balayer d'un revers de main cette certitude. Il a fixé son père droit dans les yeux. Rien n'est automatique. Charles est resté de marbre. William a insisté: ni la maison, ni le bureau, ni le personnel, ni aucune fonction officielle. Chaque mot résonnait comme un couperet. C'était le coup de grâce que Charles n'avait pas vu venir. Il se doutait bien que William organiserait un jour sa propre cour à sa guise. Mais pas qu'une. Règle stricte stipulerait que la cour de l'ancienne reine s'éteindrait définitivement en même temps que le règne du roi défunt. Charles s'est enfoncé dans son fauteuil, et brusquement, l'échange est devenu douloureusement personnel. Et si je ne suis plus là pour la protéger? Cette question a bouleversé l'atmosphère. Le monarque s'est effacé. Seul le mari demeurait là. Le regard de William s'est adouci. Mais sa position est restée inflexible, elle n'aura pas besoin de notre protection. Charles l'a dévisagé alors. Comment appelles-tu ça? William a attendu une frontière. Le silence retomba. Charles avait attendu la couronne pendant des décennies. Et voilà que son propre fils l'obligeait à concevoir le jour où cette même couronne lui aurait été transmise. Il devait de force imaginer Camilla vivante avec Adam dans une monarchie qui ne dépendrait plus de leur foyer. Charles a tourné les yeux vers Catherine. Jusqu'ici, William avait assumé l'essentiel de... Charles s'attendait sans doute à ce que Catherine reste docile et silencieuse. Grossière erreur. Elle a immédiatement déplacé le débat là où le terrain était miné. Cela s'applique à moi aussi, dit-elle. Charles la fixa, déstabilisé par ces mots inattendus. Rien ne cadrait avec le scénario bien rodé du roi. Catherine a alors continué si William mourait avant elle, et que George montait sur le trône. Elle accepterait la même règle. Pas question d'imposer à son fils une cour séparée, autour de sa mère, simplement sous prétexte qu'elle avait été reine. Le personnel de son époux William ne lui appartiendrait pas d'office. Elle ne réclamerait aucun rôle officiel à vie auprès de son fils. Charles l'écoutait sans dire un mot. Catherine venait d'engager son propre avenir dans cette terrible équation. Le piège se refermait sur le roi, rendant sa riposte impossible. Cette restriction ne visait désormais plus seulement la reine Camilla. C'était une règle stricte que Catherine s'imposait de plein gré. Son message était d'une clarté absolue: quand George régnera, ce sera son heure. Pas l'ombre pesante de son père. Pas de vieux fantômes du passé. Catherine a alors lâché la phrase qui a tout fait basculer: mon fils ne devra jamais hériter de mon autorité en plus de la couronne de son père. Charles fixa le dossier, immobile. Silence de plomb. Pas de colère, pas de clash, pas de fin de séance brutale. Le roi s'est juste tassé dans son fauteuil. Charles pouvait rejeter les conditions fixées par William, ou s'inquiéter pour le sort de Camilla. Se demander si l'histoire de la couronne méritait d'être ainsi balayée. Catherine venait d'anéantir son meilleur atout. Impossible de prétendre que ce pouvoir était vital pour Camilla. Elle y renonçait elle-même. Un silence lourd s'installa dans la pièce. William ne dit rien. Le couperet venait de tomber. Charles voyait désormais très bien le profil du règne futur. Un seul souverain, une reine, une unique maisonnée.
Camilla perdait tout espoir d'avoir sa propre cour. Pourtant, la principale concernée ignorait encore tout de la sentence. Charles releva la tête. Camilla devait l'apprendre de vive voix. À 19h05, elle était convoquée. La pièce. À 19h10 ce soir-là, la porte s'ouvrit sur Camilla. Elle a tout de suite senti la tension glaciale. Charles ne lisait plus. William se tenait droit, tendu, mais maître de lui. Catherine restait immobile, près du dossier, la main crispée sur la page. Aucun d'eux ne feignait ce sourire poli qui détend d'habitude l'atmosphère. Camilla chercha d'abord le regard de Charles. Son silence en disait long. William se leva alors pour l'inviter, à s'asseoir d'un ton mesuré, presque protocolaire. Il tentait visiblement d'enrober la brutalité de la décision qui allait tomber. Camilla s'assit près du roi. Fixant les feuilles posées là, qu'est-ce qui se passait? William n'a pas parlé de son titre ou de sa résidence de Clarence House. Il a attaqué l'avenir, expliquant que Catherine et lui avaient déjà planifié leurs futures organisations dès que le prochain règne débuterait. À l'avenir, il n'y aurait qu'un seul monarque au cœur du pouvoir, soutenu par un seul secrétariat officiel. Certes, les autres membres de la famille resteraient actifs et respectés, mais aucune cour parallèle ne subsisterait de plein droit auprès du nouveau monarque. Le visage de Camilla s'est figé. Elle avait saisi la menace bien avant que William ne l'anticipe. Vous parlez de la mienne. William rectifia doucement. Non, de celle du roi. William refusait d'en faire une guerre personnelle. Il voulait simplement détacher l'homme de sa fonction. Le futur roi dirigerait l'ensemble de la maison royale. Camilla a alors dévisagé Catherine. Puis William. Elle a murmuré, et moi, la question la plus lourde de cette discussion. Catherine. A répliqué aussitôt, tu restes de la famille. Camilla a insisté, mais plus royale. Catherine n'a pas scié, ce n'est pas ce que j'ai dit. William a coupé court, avant que le ton ne monte. Pas question de contester le statut officiel de Camilla. Son rôle caritatif resterait intact et sa place au dîner de famille te garantie. Elle pourrait aussi se joindre aux sorties publiques sur invitation du roi. Le respect subsisterait bien sûr après le décès de Charles. Mais l'appareil de la cour, lui, s'éteindrait. La frontière était là. Camilla écouta William dérouler les détails, pratiques de ce plan. Désormais, tout le personnel de la couronne ne répondrait qu'au seul monarque. Toute la communication passerait par le nouveau palais. Chaque sortie officielle dépendrait de son bon vouloir. Même les appartements royaux feraient l'objet d'un examen, sans aucun droit acquis. Rien n'était encore formellement acté. Mais rien n'était promis non plus. Et cette incertitude était insoutenable pour Camilla. Moins. Elle se tourna vers Charles alors. Dès que vous serez parti, je disparais. Charles jeta un regard à William, avant de répondre. Mais William l'a devancé. Non. Camilla s'est tue. William a poursuivi. Que disparaître et perdre son pouvoir institutionnel automatique étaient deux choses bien distinctes. Une ancienne reine pouvait rester active dans la vie du pays sans pour autant diriger une cour aux côtés du souverain, présente, mais sans incarner une seconde. Source de pouvoir officiel. Puis il a lâché la phrase qui expliquait absolument tout. La famille n'est pas le gouvernement. Camilla était restée pétrifiée, depuis des années. Toute sa vie publique tournait autour de son dévouement. Auprès de Charles, les engagements, les patronages, les réceptions, les causes, les réunions du personnel et les apparitions officielles. La proposition ne balayait pas ces années d'efforts, mais elle refusait de promettre que la structure qui les portait survivrait. Automatiquement à la mort de Charles, une perte feutrée, silencieuse, et sans doute bien plus difficile à contester. Elle a de nouveau fixé Catherine. L'électricité entre elles était palpable. Mais un détail dans le regard de Catherine la fit hésiter. Aucun triomphe dans ses yeux. Rien de tout cela. Catherine comprenait trop bien le coût réel de cette nouvelle règle, s'y étant elle-même pliée. Elle avait confié à Camilla que si William mourait prématurément et que George devenait le roi, elle n'exigerait jamais de son fils qu'il conserve une maisonnée officielle séparée pour elle. Pas de cour autonome, pas de droit héréditaire sur la gestion du personnel, aucune voix officielle permanente aux côtés de George, sous prétexte d'avoir été reine. Le visage de Camilla s'est crispé à nouveau. Cette foi
Sa résistance a faibli. Catherine ne réclamait pas un sacrifice qu'elle comptait elle-même s'épargner. Cela pesait lourd. Silence de plomb. Charles fixait sa femme. William surveillait son père. Catherine gardait son attention fixée sur Camilla, laissant le choc des mots s'installer sans chercher à l'adoucir. Pour la toute première fois, depuis le début de l'entretien, Camilla arrêta de compter ses pertes futures. Elle s'interrogea plutôt sur la nature profonde de cette règle. Était-elle rédigée uniquement pour les veuves de rois? Viserait-elle toutes les futures épouses? Un futur souverain pourrait-il simplement l'annuler? Le prince glissa un regard vers Catherine, puis vers le dossier. Il s'attendait exactement à ces questions-là, et il avait déjà leur réponse. Camilla pensait en avoir fini with les révélations. Grave erreur. William tourna lentement la première page pour dévoiler la seconde. En Hart s'affichait un titre que Camilla n'avait encore jamais lu, le principe de la cour unique. Juste en dessous, une liste de noms et de situations futures rendait soudain une vérité très claire. Cette règle dépassait largement le sort de Camilla ou celui de ce règne. Ce second feuillet changeait totalement l'envergure de l'entretien. Camilla s'attendait à voir son propre nom au centre. Erreur. Ce projet de loi la dépassait totalement. Cette règle s'appliquerait à absolument tout consort survivant, après le souverain régnant. Catherine elle-même était mentionnée, tout comme la future épouse de Georges, et même la place future de Charlotte était anticipée si le destin l'amenait un jour à porter la couronne sur sa tête. Ce n'était pas un simple compromis amical pour adoucir la transition. C'était une véritable règle de succession. L'impact était brutal à la fin de chaque règne. La maisonnée du consort disparaissait avec lui. Le nouveau souverain resterait libre d'inviter l'ancien consort à poursuivre certaines fonctions publiques, à conserver ses patronages, à paraître lors des grands événements ou à soutenir les causes chères à la couronne. Mais aucun de ces rôles ne survivrait automatiquement par simple habitude. Le mandat officiel devrait être expressément renouvelé. Camilla a déchiffré cette page bien plus lentement. Ce détail changeait tout, car ce texte détruisait l'argument de défense qu'elle s'apprêtait à avancer. Impossible désormais d'affirmer qu'on cherchait à l'isoler. Catherine s'y était déjà soumise. Les futurs conjoints subiraient le même sort. Le nouveau protocole était conçu pour survivre à chacun des visages présents ici. Charles le comprenait parfaitement. Il ne s'agissait plus d'accorder ou non le respect dû à son épouse après sa mort. La question cruciale était de savoir si un ancien conjoint pouvait maintenir une cour parallèle sous le règne du nouveau monarque. Et William n'avait pas agi seul. Quelques jours avant Windsor, il avait présenté ce projet en privé à la princesse Anne. Anne avait grandi et vieilli au cœur même de la monarchie. Elle avait vu un règne prendre fin, un autre débuter, et voyait déjà poindre le suivant. La reine-mère n'était pas pour elle une simple photo, figée du passé, mais une force redoutable au cœur de la famille. Clarence House bouillonnait alors d'activité constante. La reine-mère y régnait en maître, populaire et très influente. William voulait savoir si briser définitivement ce vieux modèle ferait du tort à assurer la continuité. La réponse d'Anne fut brève. Un autre règne, une autre famille. William insista. Était-elle d'accord? Avec le principe même, Anne refusa de transformer la question en un procès contre Camilla. Voilà pourquoi ces mots pesaient si lourd. Elle se focalisa uniquement sur la couronne. Le prochain souverain devait pouvoir régner, être le seul roi. Rien de plus. Cette nuance protégeait la position d'Anne. Être fidèle à l'ancienne reine restait un choix personnel, une affection visible, mais sans créer un second pouvoir. Le respect et l'influence pouvaient survivre sans s'imposer d'office, mais pas l'autorité automatique. Pas de vieille rancœur ici. Aucune attaque directe, aucun règlement de compte dicté par l'émotion. Anne recadra le débat sur la pure structure. Cela offrit à William l'argument solide dont il avait besoin. Le principe pouvait exister sans s'embourber dans le cas de Camilla. De retour à Windsor, William clarifia les choses. Cette règle n'avait pas pour but d'effacer le passé. Elle empêchait simplement le passé de dicter le présent. Le modèle de la reine-mère avait fonctionné à une autre époque, mais cela ne devait pas devenir une loi pour la suite. Charles baissa les yeux. Les noms sur le papier l'interpellaient. Sur la deuxième page, un détail le frappa.
Pour la première fois ce soir, il ne lisait plus en tant que mari protecteur. Il étudiait un texte qui allait peser sur l'avenir de George, et peut-être des générations suivantes. Le débat dépassait la simple querelle. On ne parlait plus de Clarence House. La question était de savoir si la couronne devait perpétuer ses vieux pouvoirs, ou enfin se recentrer sur l'unique héritier légitime de la couronne. Au bout de la table, Camilla posa une ultime question. Un futur roi pourrait-il annuler cette règle? William resta prudent. Un souverain garde toujours le contrôle sur sa propre maison. C'était l'essentiel. Ce document n'allait pas dicter sa conduite à George après la mort de William, ce n'était pas le but. L'idée était qu'aucun ancien monarque ne garde la main sur la génération suivante. Cette nuance changeait tout, en réalité. Loin d'affaiblir le texte, cela le renforçait. Camilla garderait son rôle si le prochain roi décidait lui-même de l'inclure, mais elle ne pouvait pas l'exiger par simple habitude. Charles finit par reposer le document et referma le dossier. Un lourd silence s'installa. La réunion commença enfin, puis se termina. Camilla se leva la première, suivie de près par Catherine. Pas de mélodrame, juste la politesse glaciale de 4 personnes qui savaient qu'un cap venait d'être franchi. Un point crucial était gravé dans le marbre. William pensait que son père allait s'arrêter là, mais Charles avait un autre plan. Alors que Catherine franchissait la porte, Charles demanda à William de rester. Camilla hésita. Elle jeta un dernier regard en arrière, puis sortit. La porte claqua. Face à face, le roi et son héritier. Camilla n'était plus le sujet. Sa prochaine question concernait directement sa belle-fille. Le silence retomba sur la pièce, isolant enfin le père et le fils. Plus aucun document sur la table, plus de conseillers pour lisser les angles, ni de discours préparés d'avance. Rien que 2 hommes se faisant face, et cette ultime interrogation en suspens, qui n'avait absolument rien à voir avec Camilla. Charles demanda alors à son fils s'il mesurait ce que ce nouveau décret allait impliquer pour l'avenir de Catherine. William répondit sans une seconde d'hésitation. « J'y pense chaque jour. » Le ton changea instantanément. Charles s'était battu toute la soirée pour protéger Camilla et lui assurer un avenir décent après lui. Les mots de William le forçaient maintenant à envisager le même scénario, mais appliqué à sa propre lignée. Un règne brisé trop tôt, le genre George couronné à la hâte, et Catherine, veuve, adorée du public mais écartée du pouvoir, reléguée dans l'ombre de cette même institution qu'elle avait portée à bout de bras pendant des années. Charles insista, pouvait-il vraiment l'accepter? Pouvait-il imaginer Catherine s'effacer ainsi, sans la moindre amertume, s'effacer sans créer sa propre cour parallèle, ancrée dans la nostalgie de ce qu'elle avait incarné? William fixa la porte close, puis il lâcha la vérité, celle que le roi n'était pas du tout prêt à entendre. Elle l'accepte. C'était une réalité brutale que Charles devait regarder en face. Catherine n'agissait pas par facilité. Elle l'avait fait par conviction profonde. Le roi de demain doit recevoir sa liberté en même temps que sa couronne. Et si ce souverain s'appelait un jour George, sa propre mère refuserait d'être un obstacle à son règne, même si le peuple l'adorait plus que tout. Le roi resta pensif. Tout avait démarré avec Camilla, pour s'achever avec Catherine. Le choix était désormais irréversible. Le lendemain matin, le vendredi 14 août, William et Catherine reluraient le document final pour la toute dernière fois. Les mots étaient écofroids, chirurgicaux, aucune mention de Diana, aucun reproche voilé envers qui que ce soit. Pour Charles, aucune phrase ne visait directement Camilla, rien qui puisse ressembler à une vengeance mesquine. Juste un principe de fer, le prochain règne allait débuter avec un souverain unique. Une seule cour et une seule maisonnée. William a signé le premier, tendant la page vers Catherine. Elle relut la phrase encore une fois avant d'apposer son nom juste à côté du sien. 2 signatures, un choix irrévocable, et aucune célébration n'a suivi. Il n'y avait aucune victoire à célébrer. Tous deux savaient pertinemment que ce document décrivait des sacrifices qu'ils allaient devoir assumer personnellement, une frontière future que personne d'autre qu'eux ne franchirait. Mais la portée de ce geste dépassait de loin ces quelques lignes couchées sur le papier. Durant des décennies, la couronne avait vécu avec le souvenir de la reine Élisabeth, la reine-mère. Elle incarnait la preuve qu'une veuve royale pouvait rester un visage incontournable de la monarchie bien des années après la disparition de son époux. Clarence House s'inscrivait précisément dans cet héritage, tout comme
cette croyance qu'une influence royale pouvait traverser les générations. Mais William et Catherine allaient faire un choix bien différent. Devenue veuve, Camilla resterait la veuve de Charles. Elle ferait toujours partie du clan, poursuivant ses propres causes, qui lui tenaient à cœur, apparaissant là où le souverain l'y inviterait. Mais elle ne transférerait pas automatiquement l'appareil d'État hérité de Charles vers celui de William. Et Catherine s'était pliée à ce destin inflexible. C'est précisément ce détail qui change absolument tout, car si William disparaissait en premier, sa propre popularité ne l'en sauverait pas. L'histoire ne lui ferait aucun cadeau. Toutes ces années de dévouement ne créeraient jamais de seconde cour royale. Parallèle à celle de George, la règle demeurerait immuable, un règne, un seul monarque, une maisonnée. Charles avait franchi les portes de Windsor en baignant, pensant régler de simples questions de personnel. Il en est reparti bouleversé par la vision d'une couronne tournant la page après lui. Voilà pourquoi ce silence pesait si lourd, non pas parce qu'il venait d'essuyer un revers, mais parce que, pendant quelques minutes, il avait dû visualiser un futur où son pouvoir s'éteindrait, tandis que celui de William prendrait vie. Un monde où le destin de Camilla dépendrait entièrement du futur roi, et non des garanties offertes pendant son propre passage sur le trône. L'affaire n'est pas close, un détail majeur plaide encore sur ce choix. Clarence House, la résidence dont Charles a d'abord parlé, reste au cœur d'une énigme à laquelle William refuse de répondre clairement, avec une cour unique, qui héritera des clés de Clarence, ou au tout début du règne suivant. Une simple réponse qui déterminera si ce principe restera lettre morte, ou s'il marquera la rupture la plus visible avec l'époque de la reine-mère.